C'est une nouvelle semaine qui démarre pour nous, mais également pour vous. Quant à nous, c'est le même défi, vous apporter de l'information, de la découverte dans la bonne humeur. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une semaine de présentation. Et cette semaine, nous partons donc dans l'ouest du Burkina pour vous faire découvrir à nouveau les pics de Sendou. Ça sera dans la rubrique à la découverte de. Aujourd'hui, vous aurez également la revue de presse. On va revenir forcément sur la victoire donc, des éléphants champions d'Afrique. Et puis, bien sûr, dans la rubrique invité du jour, nous recevons la directrice générale de l'assainissement des eaux usées et excréta, donc Madame Julienne Tiendra-Bugo. Il faut rappeler qu'il y a un atelier qu'a tenu notamment donc, cette direction pour revenir sur les fosses septiques donc, de ces ménages-là qu'on retrouve souvent dehors. C'est interdit. Il ne faut pas construire des fosses septiques dehors, même avoir une partie des fosses septiques dehors, c'est interdit et il y a donc des sanctions. On va parler de tout ça, mais on va parler aussi de la réalité parce qu'il y a effectivement des maisons qui n'ont pas forcément de l'espace pour construire donc ces fosses septiques-là à l'intérieur. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Nous démarrons l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de. Et cette semaine, pour la rubrique à la découverte 2, on vous invite à monter sur les pics de Sendou. Alors, en attendant de monter sur les pics, on vous donne quelques informations justement sur Sendou. Alors, rappelons que Sendou est un village sénoufo, chef-lieu de la province de la Léraba, dans l'ouest du Burkina Faso. Cette agglomération donc, est très célèbre pour trois principales raisons. Il s'agit notamment donc, du pays sénoufo, donc également cette région marque justement l'entrée en pays sénoufo. Ensuite, la région de Sendou est une zone de grande production fruitière et du point de vue touristique, il y a les fameux pics de Sendou où nous sommes installés confortablement pour justement vous faire découvrir ces pics de Sendou. Rappelons que les pics de Sendou forment un ensemble de rochers en forme de pics justement. Ces pics représentent d'étonnantes cheminées façonnées par l'érosion. Alors, pour justement accéder au sommet, deux pistes permettent d'accéder au sommet. Une mosquée délimitée par les pierres sert de lieu de culte où toute personne peut aller présenter ses offrandes et formuler des souhaits. Mais cela, seules les personnes saines de corps sont habilitées à le faire. Rappelons que ces pics de Sendou sont un ensemble de rochers taillés sur mesure par les phénomènes de la nature, parce que ces pics ne portent aucune trace de l'action humaine. Et pourtant, tout porte à croire justement quand vous regardez ces pics de Sendou-là à une griffe de l'homme. Au regard des représentations, des images et des figures que donnent à voir ces pics de Sendou. Alors, par endroit, vous pouvez donc percevoir une cour royale avec le chef, les notables et autres. D'autres endroits également, vous pouvez voir des formes qui représentent des guerriers. Autrefois, il faut rappeler que les pics de Sendou étaient l'endroit qui servait de refuge aux villageois aussi pour se protéger des incursions ennemies. Plus important, ce site est aussi un endroit sacré où se fait l'initiation des jeunes garçons. Si le tourisme rapporte des revenus, il faut rappeler que ce tourisme-là rapporte des revenus au pic à Sendou. Et ce village aussi peut recevoir une grande masse d'étrangers et demeurer intact. Cela aussi permet aux autorités d'aller au développement donc, de ce village. C'est ce dont Sendou a bénéficié. Alors, des figures humaines aussi et animales sont à observer au niveau des pics donc, de Sendou. On a des formes d'armes et d'outils, par exemple, que vous pouvez voir en observant attentivement et analytiquement ces pics de Sendou qui forment une sorte de voûte orientale de protection, bien sûr, de la ville. Comme on le disait autrefois, ces villageois se repliaient là
pour se protéger et voilà, affronter les incursions ennemies. Les premiers habitants de cette ville de Sindou, en quête de protection et de défense, s'étaient installés d'ailleurs sur ces pics-là, entourés de ces rochers. Certains niveaux au-dessus aussi des pics, il est facile d'observer ces individus en concertation, des familles et également toutes sortes d'imaginaires possibles. Un véritable mystère qu'il vaut mieux vivre que de se faire raconter. Alors on vous invite au pic donc de Sendou. La valeur touristique de ces pics est inestimable, mais il faut rappeler que l'affluence au niveau de ce site a énormément baissé ces dernières années selon justement le guide Temoko Ouattara, parce que malheureusement avec l'insécurité, les étrangers se font rares au niveau donc des visites des pics de Sendou. Alors, il faut rappeler qu'il y a des autochtones aussi qui visitent les pics de Sendou, mais ils se font rares. Maintenant, on va vous inviter, vu que avec la situation sécuritaire, certains étrangers craignent notre pays, alors qu'il ne le faut pas, parce que nous continuons à vivre et tout se passe plutôt bien actuellement, même si on reconnaît que la situation sécuritaire n'est pas carrément maîtrisée pour le moment. Donc, alors, n'hésitez pas à venir encore visiter ces sites-là touristiques que regorge le Burkina Faso. Et nous qui sommes des Burkinabés, ça doit commencer par nous parce que le tourisme, c'est d'abord nous, en passant par le tourisme interne, bien sûr. Pourquoi ne pas décider chaque mois de visiter un site touristique du Burkina? Ça sera bien. Et puis voilà, ensuite on invite les étrangers à venir tout simplement parce que ces pics de Sendou sont merveilleux. Merci à vous de votre attention. Nous restons sur ces pics-là pour cette émission aujourd'hui et cette semaine, bien sûr. Et à présent, nous marquons une petite pause et on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et pour la suite de cette émission, nous allons feuilleter les journaux ensemble. C'est l'heure de la revue de presse. Et pour ce lundi, on sait que les journaux parlent en grande partie de la victoire des éléphants. On reviendra en phase commentaire, mais en attendant, nous allons lire les unes des différents journaux avec Elage Amadé Soro sur ce plateau. Bonjour Elage. Bonjour Adeta. Bienvenue. Merci.
Alors nous commençons donc avec la cohésion, à la une de la cohésion, meeting des Living en France. Fabrice Zango remporte la médaille d'or. Semaine de l'épargne et de l'investissement, sensibiliser la population. AG du ministère de l'Industrie et du Commerce, les grandes orientations 2024 définies. Affaire charbon fin, la cargaison à l'usine Golden Hand SA pour le traitement. 15e promotion de l'Ansoir, 311 jeunes sous-officiers prêts à défendre la patrie. Alliance des États du Sahel, la fin des entourloupes de la CEDEAO. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique. Wumbouré, être patriote, c'est aussi respecter les codes de la route. Ouagadougou, les cimetières ne sont pas des dépotoirs d'ordures. Utilisation du portable en circulation, certains Ouagalais ne vont jamais changer. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le quotidien Le Pays, à la une donc du pays, parcours des étalons à la CAN 2023, l'entraîneur Hubert Velut limogé, âge 2024, la mise en garde du MATDS, prélèvement obligatoire sur les rémunérations, l'UAS récrimine. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les éléphants jusqu'au bout de l'effort, pénurie de gaz au Burkina, relever à tout prix les défis de la distribution, transactions dans les dossiers charbon fin, l'État burkinabé entre en possession des cargaisons. Confidence du week-end, arrestation de maître Guy Hervé Cam, les avocats en grève le 15 février prochain. Transition politique au Burkina, le PDS pour la libération des Burkinabés détenus en violation des principes de l'État des droits. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le doyen des quotidiens L'Observateur parlera à la une de l'Obs, enlèvement de maître Guy Hervé Cam, verte de rage, les robes noires en grève le 15 février. Finale, Cannes 2023, le coup du marteau éléphantesque. Déchargement charbon fin à Ouaga, 447 tonnes à traiter, encadrement étalon, pas de prolongation pour Hubert Velut, la lettre d'adieu du sélectionnaire, prélèvement sur les salaires, les observations de l'UAS, report présidentiel sénégalaise, Macky Sall assure le service après-vente de son LENGA. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, affaire charbon fin, 640 sacs de résidus miniers déchargés à Ouagadougou pour le traitement. Contrebande dans la région du centre-est, grosse prise de la 6e Légion. La Côte d'Ivoire étrenne, dame coupe pour la 3e fois. Fou, 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 s'exclame le quotidien. Conjoncture politique après le report de la présidentielle au Sénégal, intenable. Prélèvement de 1% sur les salaires des agents publics et privés, l'UAS dénonce une décision unilatérale du gouvernement. Saccage à la RTB Nord, voyez donc, les OPM condamnent. Modis abaisse la note du Niger à CAA3, malgré le pays résiste avec 12,8% et 7,4% de croissance en 2024 et 2025. Retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO pour les CMS. Les raisons avancées sont de la poudre aux yeux. Voilà, vous êtes. Merci bien, Elage. Et puis, bien sûr, je le disais, j'étais sur les journaux parlent essentiellement, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations, la 24e édition, qui a fermé ses portes hier en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, les éléphants remportèrent leur coupe. Remportèrent donc Absolument. leur coupe. Tout à fait. Vraiment, c'est ce qu'on peut appeler leçon de vie. Hein. Vraiment. Lorsque tout semble perdu, il faut garder l'espoir. Nous avons suivi vraiment le parcours des éléphants et ça inspire. Ça inspire parce que après leur défaite face à la Guinée équatoriale, si j'ai bonne mémoire, Oui. 4-0, on a même vu des scènes de tristesse envahir les Ivoiriens dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire et même les autres pays qui supportaient la Côte d'Ivoire. C'était vraiment triste, mais on était très loin d'imaginer effectivement que les éléphants allaient rebondir, et de la belle manière. Et vraiment, c'est un moment de joie, de grande joie,
de communion. Et la Côte d'Ivoire avait besoin d'une telle victoire parce que, comme vous le savez très bien, c'est vrai que certains ne veulent pas qu'on fasse un lien entre la politique et le sport, mais ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. Partout, il y a toujours ce lien entre le sport qui est prisé, hein, aimé partout, mais aussi la politique, puisque en général, c'est la volonté politique qui prépare et qui met en condition, n'est-ce pas, les infrastructures sportives, qui donnent des orientations claires sur l'orientation que le pays doit avoir en ce qui concerne le sport. On a vu par exemple que quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a systématiquement puni les athlètes russes. Oui. Sinon, normalement, on ne devait pas transporter les querelles politiques sur le terrain du sport. Mais ça s'est fait. Donc, la Côte d'Ivoire qui évolue donc dans un contexte sous-régional un peu particulier, suite vraiment à ces différents coups d'État au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et que ces pays étaient vus comme, voilà, les dirigeants de la Côte d'Ivoire sont vus comme ceux qui ne veulent pas aller dans le sens des aspirations des populations africaines. Donc, un événement de ce genre, joyeux de ce genre, donc, peut effectivement contribuer à dissiper un peu ces climats délétères-là. Donc, vraiment, c'est un sacre qu'il faut saluer. Il faut saluer, assez mérité. Si on revient justement... Bravo donc les éléphants. C'est ça, bravo aux éléphants. Et je pense que c'est un sacre très bien mérité. Si on doit revenir au parcours de ces éléphants-là, pour ce qu'ils ont vécu, vraiment, le rebond était terrible. Oui, absolument. Surtout cette CAN 2023 là est une CAN un peu particulière, puisque toutes les grandes équipes, on avait misé sur les grandes équipes comme le Cameroun, comme l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, etc. Et toutes ces équipes-là sont tombées. Ici, bien que, voilà, à côté de ces deux équipes-là, c'est vrai que nous soutenons, bien sûr, nous supportons nos étalons, mais quand les grands là sont tombés, bon, finalement, pour nous aussi, on prend ça comme ça. On n'est pas content, mais on se dit que, voilà, cette CAN-là, c'est la CAN de toutes les surprises, quoi. Donc, surtout que c'est un sélectionneur national ivoirien qui a, après le débâcle, donc la grande défaite là, on a limogé l'entraîneur ivoirien, et que voilà, finalement c'est un national, un local qui a pris. Et donc ça veut dire, ça aussi c'est une autre leçon. Il faut faire confiance, n'est-ce pas, aux entraîneurs nationaux locaux, parce que actuellement, le foot, comme la plupart des disciplines sportives, c'est une question d'école. Alors, si tout le monde a pu avoir la chance d'aller à une école donc d'entraîneur, bon, il n'a pas de raison à dire que voilà, parce qu'il n'est pas un expatrié ou bien il est national, il ne faut pas lui faire confiance. Donc, c'est une leçon également qui est donc lancée, qui est donnée aux dirigeants du football en Afrique, que finalement, vous pouvez également faire confiance aux nationaux, donc qui peuvent vraiment faire ce travail. Et vous avez vu également que cette CAN-là a connu donc beaucoup de limogeages, beaucoup d'équipes ont limogé les entraîneurs parce soit que limogé, voilà, soit démissionné, de mélanger. Donc c'est vraiment une CAN même chez nous, notre entraîneur a été limogé. Absolument. Voilà, je sais en tout cas, et je sais que les commentateurs félicitaient l'entraîneur intérimaire de la Côte d'Ivoire. Je pense que lui là, il risque d'être confirmé maintenant, Emers Faye, qui a eu un parcours intéressant aussi, parce qu'en 18 jours, pouvoir faire remonter une équipe et aller remporter la coupe, je pense qu'il a travaillé beaucoup sur le mental de ces éléphants-là. En tout cas, bravo. Et côté organisationnel maintenant, quelles sont vos impressions? Bon, quand on regarde vraiment le travail qui est fait, il faut être honnête. Il y a du sérieux qui a été déployé par les autorités politiques de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit tantôt, le lien entre la politique et le sport est un lien indéniable, puisque c'est également à travers le sport qu'un pays peut se vendre très bien à l'extérieur. Cela aussi prouve qu'il y a de la stabilité, et il y a de la stabilité donc dans le pays. Et quand on regarde côté infrastructure, les stades, côté sécurité, on n'a pas vraiment signalé un incident majeur. Oui. Et ça, c'est à mettre vraiment à l'actif des autorités
politique de la Côte d'Ivoire. Et même si cette défaite face à la Guinée équatoriale est venue un peu gâcher la fête, mais ils se sont donc ils se sont remontés et ils sont remontés donc sur le ring et ils ont vraiment prouvé que voilà, au moment où on pensait que tout était perdu, il y a encore de l'espoir. Tant que la vie se prolonge, il y a l'espoir. Et donc c'est une leçon de la vie, comme je l'ai dit, et ça prouve cette combativité de la nation ivoirienne. C'est vrai que souvent les gens, parce que vous êtes en froid ou bien vous avez des difficultés avec les dirigeants politiques, vous oubliez les liens sociaux, les liens culturels qui unissent les différents peuples. Par exemple, on a vu des scènes de liesse à Ouagadougou ici, quand, après le sacre donc, des éléphants pour la troisième fois, 92, 2015 et 2023. Et ça prouve effectivement que la Côte d'Ivoire est une nation de foot. Et qui dit Côte d'Ivoire aussi dit le Burkina Faso, parce que d'une manière ou d'une autre, le Burkina Faso a contribué à construire la Côte d'Ivoire, pas seulement au niveau des plantations de cacao et café, mais aussi dans l'architecture administrative, commerciale, économique, dans l'écosystème économique de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas occulter le rôle capital. Je lisais dans un document que le Burkina Faso est parmi les 3 pays qui investissent le plus en Côte d'Ivoire en Afrique. Donc ça veut dire qu'entre les 2 pays-là, le lien est très, 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 très solide. Donc l'impression, c'est que vraiment c'est l'une des meilleures cannes que la CAF a organisée. Et ça a été reconnu par les instances du football africain. Et ça, comme je l'ai dit, ça va mettre à l'actif des autorités, mais aussi des Ivoiriens qui savent vraiment mettre de l'ambiance. De l'ambiance, que ce soit même après la défaite, ils ont dit que voilà, on a perdu, on s'en fout. Donc ça veut dire que c'est ça en fait, c'est ça qui fait aussi l'ADN des peuples. Vous savez, chaque peuple a sa marque particulière. Et les Ivoiriens ont ceux-là qui, effectivement, chaque fois, même dans des moments de tristesse, de douleur, ils arrivent à trouver des ressorts pour remonter à la surface, pour dire vraiment c'est arrivé, ça fait partie de la vie et on continue. Donc ça, c'est vraiment une très bonne impression que j'ai eue par rapport vraiment au parcours des éléphants, par rapport à l'organisation, par rapport aussi à la discipline des équipes qui ont pris part à cette compétition. Bon, on ne parle pas des étalons parce que pour nous, c'est la Côte d'Ivoire, c'est notre deuxième pays, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui est la réalité. Donc tout ça, ça prouve qu'il faut ces genres d'événements. Mais comme je l'ai dit, même si la Côte d'Ivoire évolue dans un contexte sous-régional un peu hostile, ces genres d'événements peuvent aider à ressouder les liens entre les peuples, entre les nations. Bien sûr. Merci bien, Elage. Merci. Et bravo encore aux éléphants. Bravo, les éléphants. Champions d'Afrique. Prochainement, ce sont les étalons qui On espère, et on le souhaite, hardiment on le souhaite. On espère que la prochaine édition, ça viendra au Maroc, en chez nous. 2025. Ah, ok. Donc là, ça se passe au Maroc. On va aller remporter la coupe au Maroc alors. On va marquer maintenant une pause. Ça sera le temps, bien sûr, de découvrir les couleurs du temps, la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. 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 Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui et comme annoncé, nous recevons ce jour la directrice générale de l'assainissement des eaux usées et excréta. Nous allons parler donc d'un atelier que la direction a tenu. On va parler également donc d'un décret qui va concerner les populations. On va aller pour le jingle invité du jour et on revient. Notre invité est bien installé. Je rappelle que nous sommes avec Madame Julienne Tiendre-Bego, directrice générale de l'assainissement des eaux usées et excréta. Donc, bonjour Madame la directrice. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Déjà, c'est quoi en fait la fonction de votre direction en fait? Ok, merci. Avant tout, je voudrais remercier Savan Média de nous recevoir sur ce plateau ce matin pour parler de la Direction générale de l'assainissement, mais surtout de la gestion de l'assainissement au Burkina Faso. Oui. Alors, la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta, c'est une des directions générales du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement.
Et elle a pour mission de suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies du gouvernement en matière d'assainissement des eaux usées et excréta. Voilà, de ce fait, elle accompagne vraiment l'ensemble des acteurs qui mettent en œuvre les projets d'assainissement. Elle accompagne tout ce qui est documents de production de documents techniques, documents stratégiques, guides et autres, pour vraiment accompagner tout ce qui est en lien avec l'assainissement volet eaux usées et excréta. D'accord. Et ça veut dire que cette direction n'a pas forcément comme fonction aussi d'aller sur le terrain, de réprimer, de sensibiliser? Oui, Okay. bien sûr. Au fait, la direction générale en tant que telle travaille avec plusieurs structures. Okay. Voilà. Et on a les structures au niveau déconcentré, notamment les directions régionales en charge de l'eau et de l'assainissement, qui mettent en œuvre voilà, les actions, les orientations au niveau national. Puisque là, c'est une direction générale qui est au niveau central, mais qui travaille avec plusieurs structures. Et au niveau des contrôles de la réglementation et autres, les directions régionales, à travers les services police sur l'eau, peuvent le faire. Mais également, vous savez, l'État, c'est un tout. Il y a également les polices qui existent. Il y a la police de l'environnement qui suit aussi les actions en lien avec l'assainissement des eaux usées et excréta et qui peut faire des répressions dans ce sens-là. Il y a également les polices au niveau de la police municipale, par exemple, vraiment des services de police et autres qui sont là, mènent ces actions-là également. Ok. On parle de eau usée et excréta. Donc, c'est bien aussi de revenir sur ce qu'il faut entendre par là, eau usée et excréta. Ok, merci. Au fait, effectivement, là, si on prend l'assainissement de façon large, il y a plusieurs volets à l'intérieur. Vous avez les déchets solides, vous avez les eaux pluviales. Faire la gestion des eaux pluviales aussi, c'est de l'assainissement. Okay. Mais l'assainissement des eaux usées et excréta, c'est en lien avec l'excréta et les eaux usées. Les eaux usées, ce sont des eaux polluées voilà, par l'activité humaine et qui, lorsqu'elles sont déversées comme telles dans la nature, sont susceptibles de polluer l'environnement. Et quand on parle d'excréta, c'est un mélange de sel et d'urine humaine. Voilà, donc, et c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la gestion qu'on retrouve au niveau, bien sûr, de nos ménages. Donc, on va parler des fosses septiques, on va parler donc de tout ça. L'assainissement autonome aussi des eaux usées et excréta, qu'est-ce que, en fait, il faut comprendre par cette notion? Ok. Et dans le domaine de la gestion de l'assainissement des eaux usées et excréta, on a distingué deux types d'assainissement. Il y a l'assainissement collectif et l'assainissement autonome. Alors, l'assainissement autonome, c'est lorsque les eaux usées et excréta sont stockées et traitées sur place ou temporairement stockées pendant une certaine période avant d'être évacuées par les services de vidange. Vous allez voir que dans la plupart des ménages au Burkina, à l'intérieur de la parcelle, on a la fosse septique, on a les puiseurs, on a ces installations-là qui sont là et qui stockent les eaux usées et excréta, et les services de vidange viennent plus tard les collecter. Voilà, c'est là qu'on parle d'assainissement autonome. Mais à côté de cela, il y a l'assainissement collectif qui existe au Burkina mais qui n'est pas très développé, où les eaux usées et excréta sont évacuées en permanence à travers des canalisations voilà, et les égouts et autres. Et c'est directement envoyé au niveau des stations de traitement ou d'épuration. Bon, voici le véritable problème aussi, par exemple, des ménages à Ouaga. Beaucoup ont des ménages où les fosses septiques ne répondent pas forcément aux normes. Donc, il y a toujours des écoulements. Ou encore, les fosses septiques, on va revenir sur ce qui doit être fait, hein, parce que vous avez communiqué sur ça. Maintenant, on a même des fosses septiques qu'on retrouve devant la porte, donc à l'extérieur de la parcelle. C'est ça. C'est le constat que vous faites aussi avec nous? Tout à fait. Effectivement, au fait, en matière d'assainissement, de gestion même de l'assainissement des eaux usées et excréta, et les textes interdisent beaucoup de choses. Il y a des textes qui existaient depuis, quand je parle du Code de l'environnement, du Code de l'hygiène publique, qui interdisent certaines actions. Mais on constate que ça perdure. Sinon, les textes interdisent qu'on réalise un ouvrage d'assainissement, de gestion des eaux usées à l'extérieur de sa parcelle, surtout pour l'assainissement autonome. Vous ne devez pas l'installer à l'extérieur de la parcelle. Mais vous allez voir effectivement qu'il y a beaucoup de ménages. Bon, je ne sais pas, parfois, ce n'est même pas des problèmes d'espace, mais vous allez voir que le puisard est réalisé sur la voie, carrément à l'extérieur de la parcelle. Et là, c'est complètement interdit.
On va revenir sur les points justement de ce qui est interdit. Après, on verra aussi la réalité de que ce soit des vidangeurs et des ménages également. Vous avez tenu un atelier. L'objectif aussi de cet atelier-là, c'était de mettre en lumière donc un décret. Comment ça s'est passé déjà? Ok, C'était merci. la semaine dernière? Oui, c'était la semaine dernière. Effectivement, en 2023, en octobre, le gouvernement a adopté un nouveau texte portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Précisément le décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Voilà, c'est un texte qui vient en application du Code de l'environnement, notamment en ses articles 50 et 80. Et ce texte-là, vraiment, il traite de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta spécifiquement, mais en le prenant en compte dans toute sa globalité. En prenant l'étape collecte, transport, traitement, valorisation, tous les maillons de la chaîne de l'assainissement est vraiment, tout le maillon est traité dans ce texte-là. Bon, je disais tantôt qu'il y avait des textes qui existaient déjà, qui prenaient en compte les questions d'assainissement, mais on n'avait pas vraiment un texte qui traitait spécifiquement de l'assainissement dans sa globalité. Donc ce texte-là vient vraiment orienter les acteurs, appuyer les acteurs sur, de façon globale, la gestion de l'assainissement des eaux usées et excréta. Et il définit les modalités, principes et règles de gestion durable de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Alors, le gouvernement a pris ce texte-là vraiment pour améliorer et préserver la santé des populations. Parce que vous voyez aujourd'hui, le manque d'assainissement crée énormément de difficultés, notamment sur la santé, sur l'économie. Et également, il permet de renforcer aussi la dignité humaine. Parce que les questions d'assainissement, bon, c'est un droit pour les citoyens. C'est reconnu même au Burkina, dans la Constitution, que c'est un droit pour les citoyens. Donc vraiment, ça vient vraiment renforcer cette question de droit d'accès à l'assainissement. Et toutes ces questions-là sont abordées dans le décret. Mais comme je le disais tantôt, il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans le domaine de l'assainissement. Et c'est vrai que la direction, le ministère, à travers la direction générale, a porté vraiment ce décret et l'a suivi jusqu'à son adoption en Conseil des ministres. Mais la mise en œuvre, c'est vraiment plusieurs acteurs qui interviennent, notamment les collectivités, qui jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce décret-là. Et il fallait vraiment, après l'adoption, tenir des concertations pour informer l'ensemble des acteurs sur l'existence de ce texte-là. Et généralement, on dit qu'on adopte les textes, mais on ne les applique pas. Mais pour ce texte-là, soyez sûrs, on va l'appliquer. Parce que là, on est vraiment dans la diffusion. On est vraiment dans la diffusion. Et la rencontre, justement, de la semaine dernière, c'était pour rencontrer vraiment les principaux acteurs porteurs, au fait, de la mise en œuvre de ce texte-là. Et c'était vraiment les collectivités. Venons-en justement au contenu de ce décret. C'est plusieurs points. Qu'est-ce qui peut justement intéresser le public à l'intérieur? Ok, à l'intérieur de ce texte-là, bon, il faut dire que de façon globale, ce texte-là traite et il définit d'abord les acteurs de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Il définit les modalités de réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et excréta, les modalités de gestion durable de l'assainissement des eaux usées et excréta, en prenant bien sûr en compte toute la chaîne de l'assainissement. Et également, il traite du financement de l'assainissement des eaux usées et excréta. Et je vais vous citer quelques articles, par exemple, quand je prends l'article 24, qui revient sur le fait qu'il est interdit de jeter, faire rejeter, déverser ou faire déverser des eaux usées et excréta dans les rues ou dans les canaux d'évacuation. Ok. Donc l'eau en fait de votre fosse, vous ne pouvez pas jeter ça dehors ou bien pendant qu'il pleut, on ne peut pas vider l'eau en fait des fosses septiques là pour balancer dehors. Ça c'est interdit. C'est interdit, oui. C'est interdit également de réaliser son ouvrage d'assainissement des eaux usées et excréta à l'extérieur de la parcelle ou du bâtiment qui reçoit du public. D'accord. Donc pas dehors, à l'intérieur de votre parcelle. À l'intérieur de votre parcelle. Oui. D'accord. Donc voici des interdictions comme ça. Et moi je prends le cas de certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas forcément même les moyens de réaliser des ouvrages d'assainissement en bonne et due forme. Parce que
certains peuvent se dire, moi je ne peux pas construire et surtout vider, parce que pour faire vider par les vidangeurs, il faut payer. Souvent il y a des problèmes de moyens qui se posent. Voilà pourquoi certains profitent du fait qu'il pleuve pour déverser, ou la nuit pour déverser ça dans la rue. Parce qu'il n'y a pas des facilitations aussi pour les populations. Il n'y a pas de moyens pour faciliter les populations quand il s'agit de vider en fait ces fosses-là. Ok, non, bon, au fait, on ne peut pas justifier le manque de moyens pour déverser les eaux usées et excréta dans la nature parce que ce n'est pas tout le temps que la fosse est pleine. C'est pour ça qu'on a défini dans le décret les modalités de réalisation des ouvrages d'assainissement qui répondent aux normes. Et il y a un référentiel technique même qu'on a même produit, l'ONEA également, pour orienter les acteurs sur la réalisation d'ouvrages qui répondent aux normes. Pour avoir des bons ouvrages. Des bons ouvrages. Pour que ça dure. C'est ça. Et il y a beaucoup qui connaissent ça, hein, Madame la directrice, qui se disent il faut mettre autant de cailloux, il faut choisir les bons cailloux et tout, qui connaissent, mais c'est parce que c'est coûteux que souvent ils n'ont pas le choix. Allez-y dans les zones non loties, donc appelées communément zones non loties, ces zones-là. Bon, ils vont vous dire, on n'a pas forcément les moyens de construire des fosses comme ça. Au fait, comme je l'ai dit, on ne peut pas justifier cela par le manque de moyens. Hein? Puisque, bon, quelqu'un peut vous dire, par exemple, qu'il n'a pas les moyens de réaliser une latrine, alors que vous allez voir qu'il tient un téléphone qui a le coût, par exemple, de 3 fois une latrine. Voilà, donc, au fait, c'est des aspects, on ne peut pas s'appuyer dessus pour justifier vraiment parce que l'assainissement, déjà, quand il n'y a pas d'assainissement, quand vous déversez les eaux dans les rues, vous exposez vos voisins, vous vous exposez vous-même. Et quand les problèmes de santé se posent, vous n'allez plus parler de moyens. Alors, la prévention vaut mieux vraiment que de chercher à vraiment traiter l'affection ou la maladie. Donc, je pense personnellement qu'au fait, les acteurs doivent accorder plus d'importance aux questions d'assainissement. Et parce que quand vous parcourez même les quartiers à Ouara, et par moment, on se dit que c'est souvent les usagers ne perçoivent pas toujours le lien étroit qu'il y a entre le manque d'assainissement et leur santé et même leurs économies. Voilà, parce que réaliser un ouvrage, réaliser par exemple un puisa autour de 60 000 francs, bon, vous l'avez pour longtemps. C'est vrai qu'il peut arriver avec des modèles qui y a nécessité de changer les cailloux ou de vidanger, mais là, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas chaque année que vous allez le faire, quand l'ouvrage est bien réalisé. Donc, au fait, là, la question qui se pose, c'est vraiment la place que les acteurs accordent à la question d'assainissement. Je pense que c'est plus ce problème-là qu'une question vraiment de moyens. Et puis, pour revenir un peu sur l'effort du gouvernement, en lien avec les moyens, et vous êtes d'accord avec moi que l'État ne va pas réaliser des ouvrages d'assainissement pour tous les 22 millions de Burkinabés. Voilà, il faut que l'usager, l'acteur même fasse des efforts, voilà, pour disposer d'ouvrages d'assainissement. Mais il y a un accompagnement que l'État apporte à travers l'ONEA, notamment pour les ménages vulnérables en milieu urbain, où il y a des possibilités d'avoir une subvention pour la réalisation de certains ouvrages d'assainissement. En milieu rural également, à travers les directions régionales, l'État chaque année apporte un appui quand même qui permet de réaliser certains ouvrages à coût subventionné. Mais je le répète, c'est vraiment pour les ménages vulnérables. Voilà. Parce que vous, Madame Nikema, vous n'allez pas demander que l'État réalise un ouvrage d'assainissement, par exemple. Donc c'est un peu dans ce sens. Mais on parle d'assainissement, on parle d'eau usée et puis excréta. Est-ce que les eaux de vaisselle et autres là sont concernées aussi? Oui, les eaux de vaisselle, bien sûr. Lessive, on ne doit pas déverser ça dehors. On ne doit pas déverser dehors. Bon, je sais qu'à un moment donné, il y a eu une communication sur le fait que dorénavant, pour ceux qui vont déverser en fait ces genres d'eau-là dans la nature comme ça ou dans le quartier, ils seront sanctionnés. Est-ce que véritablement c'est réaliste? Est-ce qu'on peut arriver à sanctionner voilà, la dame, elle a versé l'eau de la lessive, je crois. Et voilà. C'est pas une eau forcément sale comme l'eau en fait de la douche ou voilà, des excrétas. C'est juste de l'eau de lessive ou de l'eau de vaisselle. Est-ce que c'est réaliste de vouloir sanctionner la pauvre dame qui jette l'eau de sa vaisselle dans la rue? Oui, c'est des eaux usées. Ça fait partie des eaux usées. Ça fait partie des eaux usées, puisque c'est de l'eau usée, vous avez utilisé
des détergents, du savon et autres, et vous le déversez comme ça. C'est des eaux usées. Donc, ça peut être sanctionné. Mais il y a même... Bon, c'est parce que les actions, au fait, qui sont en cours ne sont pas très accentuées. Oui. Sinon, il y a des polices qui... En tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est surtout de la sensibilisation qui est faite. Mais la police municipale effectue des sorties. Il y a même un numéro vert au niveau de la police municipale où ils font des suivis. Voilà, mais ce n'est pas vraiment régulier. Et dans la mise en œuvre du décret, peut-être pour aborder sur ces questions-là, nous prévoyons vraiment appuyer des actions régulières dans ce sens-là. D'accord. Ouais. On va parler de la mise en œuvre tout à l'heure parce qu'il y a même les collectivités aussi qui doivent entrer en jeu. Pour continuer toujours avec les eaux usées Escrita, ce qui nous revient aussi des vidangeurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème de lieux où, disons, les sites réservés, les sites de traitement, en fait, comme vous le dites, manquent aujourd'hui parce que les vidangeurs en temps même ont dû se faire entendre parce qu'ils viennent à la maison, ils tirent l'eau ou les excrétas, mais après, ils n'ont même pas un endroit encore pour aller déverser. Ok. Effectivement, au fait, au niveau de Ouara, on a 3 stations de traitement des bouts de vidange gérées par l'ONEA. Voilà. Mais ces stations-là existent et les vidangeurs peuvent y aller vidanger. Mais par moment, c'est débordé. L'année dernière, même cette année, il y a eu des périodes, bon, je crois qu'en ce moment même, il y a une des stations là où il y a des travaux. Par moment, il y a des travaux. Et ça demande et des travaux d'entretien et autres, ça demande qu'on ferme une station. Voilà. Et on demande aux vidangeurs d'aller vers les autres stations. Voilà. Et ce sont vraiment des périodes de crise où c'est pas très simple parce que, bon, quand vous prenez la station de Surubila qui est plus éloignée, c'est souvent un peu plus difficile pour certains vidangeurs d'aller de ce côté là-bas. Sinon, en tout cas, il y a un effort à faire parce que effectivement les stations sont insuffisantes. Et on y travaille. Et le décret, c'est aussi pour nous donner la pression, même en tant qu'administration, parce que le décret même demande à ce que les collectivités là disposent de sites. Toutes les collectivités disposent de sites de dépotage. C'est vraiment pour se donner la pression pour aller très vite, voilà, dans la mise à disposition de sites vraiment de dépotage. On a parlé un peu aussi de sanctions, même si on n'est pas revenu concrètement sur les sanctions. Par exemple, si pour ceux qui ils ont construit leur fosse dehors, à l'extérieur en fait de la parcelle, soit ils ont déversé de l'eau ou des eaux usées, c'est comme ça que la directrice a dit de dire des eaux usées, même si c'est de l'eau de lessive ou de vaisselle, parce qu'ils ont versé tout ça dehors, à quoi est-ce que les ménages s'exposent comme sanction en fait? Ok, d'accord. Effectivement, il y a des sanctions, en tout cas il y a des sanctions en lien vraiment avec l'ensemble des textes de l'assainissement des eaux usées, etc. Et ces sanctions-là varient suivant la nature de l'infraction. Et bon, elles peuvent être aussi pécuniaires ou aussi, bon, ça peut être des peines d'emprisonnement. Voilà, en termes d'infraction. Et quand je vous avais cité le cas, par exemple, du déversement des eaux usées, bon, dans les rues ou dans les canaux d'évacuation, vous pouvez avoir à payer une amende, là c'est pécuniaire, de 30 à 50 000. Voilà. Et cette amende-là peut être doublée en cas de récidive. Voilà. Mais pour des cas plus complexes où, par exemple, ce sont des usines ou des hôpitaux qui déversent les eaux sans traitement dans la nature, là, c'est plus important. L'amende va à plus de 500 000. Et il peut y avoir des emprisonnements allant de 2 mois à plusieurs années. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça varie vraiment en fonction de... En tout cas, suivant ce que les textes disent. Et ça dépend vraiment comment dire, de la nature de l'infraction et puis bon, de l'impact que ça a sur les communautés. Alors, Madame la directrice, maintenant la mise en œuvre, comment vous allez faire pour que les ménages qui sont en fait ceux-là, les principaux acteurs là, puissent avoir l'information? Comment vous comptez mettre en œuvre le décret? D'accord, merci. Sinon, déjà, bon, les sensibilisations sont en cours depuis longtemps. On les poursuit. Dans les médias, c'est poursuivre avec les sensibilisations. Avec le décret qui a été adopté, dès son adoption même, on a entamé vraiment le processus de diffusion auprès des collectivités, auprès des ménages, avec l'accompagnement de vous aussi, acteurs de médias, la diffusion auprès du plus grand public. Et là, très très bientôt, je dirais même dans quelques semaines,
on va commencer à faire des sorties en s'appuyant au départ sur les services police de l'eau, voilà, au niveau des directions régionales en charge de l'eau et de l'assainissement. Voilà, et il y aura des sorties dans certains quartiers de Ouara au départ. Voilà. Et ça va être d'abord des sensibilisations. On va sensibiliser les acteurs un peu sur la connaissance des sexes, sur les orienter aussi sur ce qu'il faut faire. Et très très vite, on va passer aussi à la répression. Hein, les amendes vont commencer à tomber. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a d'autres services de police, comme je disais, il y a la police de l'hygiène aussi, qui vient d'être rendue opérationnelle, qui mène aussi des actions dans ce sens-là. Et tout ça, ce sont des actions vraiment qu'on va mener de façon collégiale pour avoir des résultats, plus d'impact et des résultats sur vraiment le long terme. Donc, sensibilisation, en grande partie, ensuite répression. Répression, oui. Dans la mise en œuvre, il n'y a pas accompagnement pour réalisation aux besoins? Oui, mais l'accompagnement est déjà en cours. Voilà, dans les différents programmes, il y a le PNAUE qui est en cours. Avec l'ONEA, il y a des appuis qui sont disponibles pour les ménages, en tout cas vraiment modestes et vulnérables. En milieu rural également, avec nos directions régionales, il y a des appuis qui sont faits chaque année. Mais on s'appuie vraiment sur les communes. Voilà, c'est vraiment à travers les communes que... Donc, je pense que les acteurs peuvent avoir toutes les informations auprès des arrondissements. Et puis, bon, en milieu rural, au niveau des communes, quand il y a des appuis, quand les communes sont bénéficiaires, bon, les directions régionales passent par ces maires-là pour avoir les bénéficiaires et autres. Vous le dites justement que ces collectivités-là auront assez de responsabilités parce que vous allez leur conférer en fait les moyens. Concrètement, au niveau donc des communes, qu'est-ce que en fait les délégations spéciales vont faire pour les ménages des communes? Okay. C'est vrai, les délégations spéciales ont un rôle très important. Et parce que vous savez, le domaine de l'assainissement, c'est un domaine qui est transféré aux communes. Voilà, donc vraiment, ils ont un rôle clé. Et là, déjà, au niveau même de la sensibilisation, ils doivent contribuer énormément parce que c'est aux collectivités aussi d'assurer l'assainissement des villes et autres. Donc, ils doivent vraiment accompagner la sensibilisation. Il y a également des textes qui doivent être pris au niveau des communes. Voilà, parce que c'est vrai que le décret a été pris, il y a des textes d'application qui existent déjà, mais il y a certains à élaborer, notamment certains textes au niveau des collectivités territoriales, en lien notamment avec les vidanges, les taxes de vidange, des choses comme ça, où progressivement on va accompagner les collectivités et puis bon, pour qu'ils puissent prendre ces textes-là. Bon, il y a également même les actions de contrôle et de surveillance de la réglementation. Voilà, c'est des actions vraiment que les communes doivent pouvoir prendre. Et dans le décret, vraiment, c'est clairement défini, vraiment, tous ces aspects-là pour lesquels on attend beaucoup des collectivités. Est-ce que quand vous allez commencer la mise en œuvre de ce décret, de ces textes-là, vous n'avez pas peur que les populations se disent, ils sont venus avec ils sont venus accentuer en fait les choses pour nous rendre encore la vie difficile? Ok, au fait, je ne pense pas. Parce que, au fait, je crois que les populations même vont apprécier. Vous savez, c'est bon quand on est dans un cadre sain. Quand vous rentrez dans un 6 mètres où il y a beaucoup d'eau, imaginez qu'on arrive à régler ça et qu'il n'y ait pas d'eau usée. Mais au fait, ils vont remercier le gouvernement, je pense. Au départ, bon, les acteurs vont trouver que peut-être on leur met la pression. Certains acteurs, je dis même pas tout le monde. Voilà. Sinon, aujourd'hui, même on a approché, il y a certains qui nous disent non, venez dans notre 6 mètres là. Parce qu'il y a trop d'eau. Il y a des gens qui ont de belles maisons, mais les eaux sont toujours dehors. Bon, c'est vrai que quand on analyse, il y a énormément d'accompagnement qu'il faut faire. Et parce qu'on a constaté qu'il y a des difficultés aussi dans la réalisation. Parce qu'il y a des bâtiments, c'est bien réalisé le bâtiment, mais au niveau vraiment de la prise en compte des volets plomberie, et c'est pas bien fait. Donc, moi, j'ai approché plusieurs fois certains ménages. Souvent, quand je circule, je vois beaucoup d'eau. Bon, je demande, mais pourquoi une belle maison vous versez? Non, que c'est bouché. Bon, ça ne passe pas, le réseau ne fonctionne pas. Donc, vraiment, on essaie, dans la mise en œuvre du test, c'est un tout qu'on va prendre. Et on comprend qu'il faut accompagner les acteurs même qui réalisent ces ouvrages. Voilà, donc, vraiment, on a un échange vraiment avec nos collègues de l'ONEA et les acteurs concernés, pour voir dans quelle mesure, déjà les référentiels qu'on a produits, bien les diffuser, avoir une des concertations avec les acteurs même, qui réalisent les bâtiments, leur dit oui, c'est vrai qu'ils sont, mais faire le plaidoyer pour qu'on regarde beaucoup plus avec attention ces volets-là. Parce que quand le bâtiment est déjà réalisé et ce n'est pas bien pris en compte, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, s'il faut réflexionner, il faut le faire. Voilà. D'accord.
Vous avez parlé tantôt aussi du nombre. Moi, je me rappelle bien d'un oncle qui a déjà dit à son voisin que lui, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, il se retrouve avec une grande famille. Donc, forcément, voilà, le trou que lui, il a construit pour les eaux, là, ça se remplit vite. Donc, il est obligé de vider à tout moment. C'est pas comme son voisin qui est nanti, qui a 2 enfants. Lui, il a 3 enfants. 3 femmes déjà avec une quinzaine d'enfants. Donc facilement, quand il construit en fait sa fosse, ça se remplit vite et il est obligé donc de vider. C'est sûr que sur le terrain aussi, vous allez être confronté à ce genre d'histoire. Bon, j'espère que vous allez trouver les mots nécessaires oui, pour oui, les puisque ce que vous dites convaincre. là, c'est lié aussi à, on parlait de modalités de réalisation, puisqu'il faut dimensionner l'ouvrage en fonction du nombre de personnes. Par exemple. Voilà, donc quand c'est réalisé de façon standard, vous voyez que c'est compliqué. Voilà, au fait, il y a tout un travail d'accompagnement de l'ensemble des acteurs, des intervenants, pour vraiment faire comprendre aux gens vraiment qu'il faut construire correctement les ouvrages d'assainissement. Merci bien. Nous tendons vers la fin de notre entretien, Madame la directrice. L'atelier s'est bien passé, c'est fini. Donc le décret, vous l'avez. Ça sera quoi la suite immédiate? La suite immédiate, ok. On va poursuivre les sensibilisations. On l'a fait avec la mairie de Ouara. On va rencontrer d'autres régions, voilà, pour présenter un peu le décret. Et aussi, dans quelques semaines, bon, il y aura déjà des premières sorties spécifiquement sur ce décret-là. Ok. Voilà, Sur le terrain. Voilà, sur le terrain, des sorties de contrôle, à Ouagadougou principalement. Ok. Merci bien. Vous voulez ajouter quelque chose avant Oui, qu'on se quitte? voilà, juste encore remercier Savan Média pour l'intérêt qu'il a accordé aux questions d'assainissement et pour nous permettre vraiment de partager les informations sur ces décrets importants. Remercier tous vos téléspectateurs et vraiment inviter tous les Burkinabés à prendre vraiment en compte les questions d'assainissement et à les prendre au sérieux. En tout cas, je dirais qu'ils en tireront un grand profit. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau la directrice de l'assainissement des eaux usées et excréta, Madame Julienne Tiendrebego, était notre invitée du jour. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Population du Burkina Faso. Notre pays enregistre plusieurs cas de maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme et la dengue. Ces infections sont malheureusement parfois mortelles. Elles sont transmises à l'homme par des moustiques qui vivent et se développent dans les eaux stagnantes. Pour protéger nos familles contre ces maladies dangereuses, nous devons adopter les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Évitons de jeter les eaux usées dans la cour, dans la rue ou dans les caniveaux. Évitons de déverser les boues de vidange dans la nature. Pour ce faire, construisons des lavoirs puisards pour collecter les eaux et lessives de vaisselle et vidange une fois pleins. Construisons, utilisons, entretenons et couvrons les trous de nos latrines. Couvrons nos eaux de boisson. Assainissons nos lieux d'habitation, nos lieux de commerce, nos lieux d'apprentissage, nos centres de santé, nos marchés et arts. Population du Burkina Faso, ne favorisons pas la propagation des vecteurs de ces maladies mortelles de par nos comportements. Protégeons-nous en respectant strictement les mesures de prévention. Ceci est un message du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement à travers la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka. Bonjour mesdames et messieurs. Asseyez-vous. Merci. Alors pour vous c'est quoi? Nous sommes une association féminine et nous excellons dans la fabrication du savon. Et nous sommes venus voir le président. Ok. Et pour vous, monsieur? Je suis le secrétaire général du syndicat des mécaniciens du Burkina Faso. Le secrétaire général des syndicats des mécaniciens? Du Burkina Faso, oui. D'accord. Et je désire voir le président. D'accord. Et vous, madame? La présidente des doletières de tout le pays. Doletière du pays. Ok, merci. Alors, j'espère que vous connaissez les conditions pour voir le président. Non. Vous ne connaissez pas les conditions? Venez juste voir le président. Les conditions aussi. Ah ben oui, il y a des conditions désormais pour voir le président. Et vous devez les savoir de toute façon. Et vous connaissez les conditions pour voir Excellence, Monsieur le Président? Non. Alors là, ça va être un peu compliqué là. Et vous, madame? Le président, y a-t-il une condition? Ah ben oui, il y a une condition pour voir le président. Comment? Ah, il y a une condition qu'il faut voilà, pour voir le président. Ah bon? Ah, c'est pas simple, c'est pas facile non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ben, pour voir le président, il y a des conditions. Hein? Voilà, des conditions. Vous voulez dire qu'on doit donner quelque chose? Écoutez, monsieur, c'est de la diffamation. Hein? Je n'ai pas parlé d'argent ici. D'accord? Je n'ai pas parlé d'argent. D'accord? Faites très attention là à ce que vous racontez. Hein? C'est notre président, nous. C'est nous qui l'avions voté. C'est pour ça que je suis venu le voir. Écoutez, madame, ça c'est du passé. Les élections, c'est du passé. Actuellement, nous avons des visions de développement. D'accord? Ah bon? Ah oui, oui. Excellence, Oui? vous m'avez reconnu. C'est moi qui distribuais l'eau lors des meetings. Lors des meetings, c'est vous qui distribuez l'eau? Oui. Mais les meetings sont terminés, madame. Nous ne parlons plus de meetings ici. Alors, écoutez-moi très bien. Si vous ne connaissez pas les principes pour voir Monsieur le Président, alors là, bonne journée. Hein? Ok? Vous voyez, ce pays-là nous appartient tous. Vous avez compris? Nous l'avons voté, nous l'avons élu. Non, vous là, on ne t'a pas fait. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka.
c'est quoi? Viens derrière. C'est pour qui ce sont? Attendez, moi j'ai un problème, j'ai une diarrhée. Et en plus de ça, j'ai un rendez-vous professionnel qui m'attend en ville. Je vous en prie. Faut quitter là-bas. Patron des vagabonds, toi tu as quel rendez-vous professionnel? On tout voit dans cette... Et vous là, moi je suis un grand fonctionnaire. Moi, il faut que moi je suis en retard là. Je ne peux pas aller sans mettre lavé. Ça veut dire quoi ça? Ah, il faut venir t'allier. Tout vide dans le ciel. S'il te plaît, pardon, fais vite. Il y a des gens qui attendent dehors. Oh, on a tous les mêmes droits. Hein? Je connais mes droits, moi. Et je paie mon loyer comme toi. On a tous les mêmes droits ici. Hein. On a tous les mêmes droits. Oui, c'est vous qui faites que tous les WC là sont pleins ici. Tout est fermé. On a les mêmes droits. Quand même. T'es responsable de... Pardon, faut chier vite et puis tu sors. Pardon. Du calme, du calme. Je sortirai quand j'aurai fini. Voisin! Ah! Waga. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jam problème woro yella yella zunzande woro zunzande ah ohaka. Vous savez que notre cour a été vendu. Notre nouveau propriétaire va venir nous rendre visite incessamment. C'est ce que je voulais vous dire. Et qu'on prépare ensemble donc son arrivée. D'ailleurs, même je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Ah, et voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Iga faro. Jibe bi. Ay c'est quasi anda wa ambal na wuli gumeng ne ambala de ay nani suri kala pana kaus c'est une minute. Obiye la mti san la ko. Tan me pa ma woto ya. Na wori. Ne wan pa yuru pambe. Ya mbe lamda wa me na wuli gumeng ne yamba. Am zakan ya ma mandale wa mam tenda mam yur la sa yu biligidi mam be ko bare mam nda zakan ni hun ko han mam ne zakan a wuli mam yaw ni nyam hen yawta pa tarnengi lam wana seren wuli yemen lam wuli ya te sing no to ne ki kan ga bala ligda pa hadan L'idée n'en passe à y rater 100%. Nous n'avons pas de auto, et puis nous, quand tu es en bonne état, on va l'aider. C'est qu'il y a auto. Et Kende. Ah, monsieur Sayubli. Nous avons une tournée. Père Hambikano, il y a un commerçant, la Pagnacadne. Monsieur Omé, il y a un musicien. Il y a un musicien qui est là. Il y a un cassier. Monsieur Omé, il y a un bicahang, à 16 à 40 ans. La tout le monde ne peut pas. La maman n'a rien dit. Je sais que c'est un qui va un bala. Tina Bohemti. Manjul Tuninga Ti San Wataya. Mam gompa mapa mam gome. Mam ya commerçant. Pas action sociale, mam ya commerçant yo la sayoba. Sayoba ligidi. Kajaboro e more. Mam ya commerçant, mi mam ya commerçant. Yo la sayoba ligidi. Deni yele mama kama mzula yawe
Non, man, déboulé, tu connais qu'il y a un autre pac-man. Par là, pas l'autre pac à paranera. Et tu n'es pas tout, man, 15 à Colonga. Yam qui est retraité, yam pas mis dans qui est retraité. Mamzula réagit beaucoup. Yam sans micti pendant ça comme pas ligda, oui ou qui t'est dit, handik zakanga man sam dépassé. Yambe ay neda yamba taro yu yanga yawda yawda soba pa kiwu mpara zakan na no nepsuri nda zakan namba uligidi umete ya wotone na sonsre la fi Il faut me le dire. Ah Waga. C'est le numéro de Awaga, c'est juste pour vous arracher un sourire en ce lundi matin. Pour la suite, on revient sur la rubrique à la découverte de avant de nous quitter. Je rappelle que nous découvrons les pics de Sendou. Disons un mot d'abord pour ce qui concerne le village de Sendou. Rappelons que Sendou est un village sénoufo, chef-lieu de la province de la Liraba, dans l'ouest du Burkina Faso. Sendou est célèbre pour 3 raisons. D'abord, elle marque l'entrée dans le pays sénoufo. Ensuite, c'est la région donc, qui est une zone de grande production fruitière. Et bien sûr, du point de vue touristique, c'est la présence des fameux pics de Sendou, à quelques kilomètres donc des habitations. Rappelons que les pics de Sendou, c'est un ensemble de rochers en forme de pics. Ces pics représentent d'étonnantes cheminées façonnées par l'érosion. Donc 2 pistes permettent aussi d'accéder au sommet. Une mosquée délimitée par des pierres sert de lieu de culte où toute personne peut aller présenter ses offrandes et formuler des vœux. Alors, les rochers taillés sur mesure par les phénomènes de la nature ne portent aucune trace de l'action humaine. Il faut le rappeler parce que ça a été fait naturellement. Pourtant, tout porte à croire à une griffe de l'homme au regard des représentations, des images, des figures et formes diverses qu'ont et inspirent ces rochers multiséculaires. Autrefois, l'endroit servait aussi de refuge aux villageois pour se protéger des incursions ennemies. Plus important, le site est aussi un endroit sacré où se fait l'initiation des jeunes garçons. Si le tourisme rapporte aussi des revenus, un village ne peut recevoir une grande masse d'étrangers et demeurer intact. C'est alors qu'il y a le développement donc du village de Sendou pour permettre d'accueillir les étrangers qui viennent visiter les pics de Sendou. Ces pics-là qui forment par moments des figures humaines, animales et formes d'outils et d'armes. Vous pouvez voir presque toute forme d'observation, toute forme d'imaginaire en observant attentivement et analytiquement les pics de Sendou qui forment une sorte de voûte orientale de protection aussi à ses habitants de Sendou. Rappelons que les premiers habitants de cette ville en quête de protection et de défense s'étaient installés sur les pics entourés de ces rochers pour se protéger donc de l'incursion ennemie. Alors, on peut voir au niveau des pics de Sendou, observer des individus, des groupes d'individus en concertation, des familles, une cour royale avec le chef et ses gardes, bref, toutes sortes d'imaginaires possibles, tout cela sorti donc de ces roches. C'est un véritable mystère qu'il vaut mieux vivre que de se faire raconter. Donc, on vous invite sur le pic de Sendou pour découvrir encore ce site. C'est un patrimoine culturel du Burkina Faso important à découvrir. Merci de votre attention. Merci à vous de votre fidélité, à toute l'équipe de réalisation de cette semaine qui s'installe, pilotée aujourd'hui par Michael Yamego à la réalisation et puis bien sûr Moïse au niveau du son. Merci à Tata Laura à côté. Et puis voilà, merci à Nathalie pour le maquillage et à tout le monde. Tout au long de cette semaine, nous serons ensemble jusqu'à vendredi. Merci de votre fidélité et rendez-vous demain, Inch'Allah. Belle semaine à vous. Cues.